Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la 5e semaine de compétition dans la conférence et nous parlerons bien évidemment du preview du week-end à venir, sachant que ça y est, on bascule sur seulement 4 matchs par week-end, puisqu'on n'en avons droit qu'à les matchs entre équipes de la Ivy League. Voilà, donc c'était un week-end, je qualifierais de transition un petit peu, il n'y avait pas d'énormes confrontations pour les équipes dans les matchs out of conference. Ça s'est confirmé, j'ai annoncé 4 victoires pour la Ivy League dans ces matchs-là, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, il y a eu peu de matchs serrés cette semaine, donc je pense que les reviews vont être assez rapides. On va commencer par quoi? On va commencer par les matchs des équipes Ivy League contre des équipes extérieures à la conférence. On va commencer par Harvard qui s'est imposé contre Merrimack 31-7. Je me suis peut-être un peu emballé pour nos amis du Crimson. Enfin, c'est une victoire tranquille, qu'on soit très clair. Mais c'est une victoire qui a mis un peu de temps quand même à se décider, puisqu'il y avait seulement 13-7 à la mi-temps. Donc voilà, mais énorme défense de la part du Crimson, notamment dans les airs. Les quarterbacks de Merrimack ont été en grosse difficulté, seulement 118 yards en tout dans les airs, donc c'est vraiment une grosse défense. Harvard n'a pas eu besoin de forcer son talent, qu'on soit très clair. Ils ont beaucoup fait tourner. On a eu DJ Gordon, par exemple, au poste de running back, qui a fait un bon match, 104 yards et 2 touchdowns pour lui. Jalen Craig, toujours aussi efficace, 305 yards. Un TD 17 sur 29 et malheureusement une interception assez jolie d'ailleurs de R.J. Chapman, le defensive back de Merrimack qui a à peine touché les orteils au sol pour récupérer une balle typée. C'était vraiment très sympa à voir. On avait Coach Murphy, l'ancien coach du Crimson, qui a dit oh oui, c'est pas une interception. Il était au commentaire et on dit oh je crois pas que ce soit une interception. Bon, un peu biaisé son avis, mais c'était bien évidemment une interception close, mais une interception quand même. Donc voilà, donc victoire du Crimson sans trop de problèmes, 5-0, 3-0, 5-0 en bilan de conférence. Donc voilà, donc voyant au vert comme d'habitude, mais on aurait pu peut-être espérer autre chose, notamment offensivement, mais voilà, il faut quand même pas bouder son plaisir. C'était quand même un match sérieux de la part du Crimson et qui montre voilà, que s'il joue sérieusement, je pense qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Voilà, le spread n'a pas été couvert, il était de 27,5 pour une victoire à la sortie de 24 points, donc voilà, mais voilà, petite mention à Brady Blackburn, pardon, le receveur qui a vraiment fait un très très bon match encore une fois. Il confirme semaine après semaine qu'il fait partie voilà, des très bons receveurs. Il est seulement sophomore en plus et il monte en puissance petit à petit, donc c'est quand même plutôt cool. Il est sur 3 matchs de suite à plus de 100 yards à la réception, alors qu'il avait commencé le début de saison plutôt tranquille, mais il monte en puissance, et voilà, comme je dis, la capacité qu'a du Crimson à vraiment recruter mieux que les autres facs de l'Ivy League, à part Princeton et Yale, et qui se confirme, parce que je veux dire, tu perds des joueurs, mais les qualités globales des mecs que tu mets sur le terrain varient pas trop. Donc voilà, donc Brady Blackburn, un joueur à suivre tout au long de l'année, et même au-delà, puisque comme je vous dis, il est seulement sophomore. Voilà pour le Crimson. De quoi on va parler maintenant? On va parler de Yale. On va parler de Yale parce qu'ils ont sorti les fourches. Victoire 47-7 contre Stone Hill. J'ai dit typiquement c'était un match pour se remettre en confiance et ça a vraiment été le cas. Dante Remo plutôt bon, 267 yards, un touchdown pour lui. Jackson San Diego, pardon, le receveur 150 yards en 5 réceptions, donc plutôt pas mal en termes de moyenne. Donc voilà, donc typiquement ils ont pris le match par le bon bout, ils ont écrasé Stone Hill qui a eu semblant 152 yards en tout et pour tout. Les 152 yards qui viennent surtout après la mi-temps. Alors, j'ai plus de mémoire en tête que le nombre de yards à la mi-temps qu'il y avait pour les Skyhawks, mais c'était famélique. Donc voilà, donc gros match de la part de Yale. Ils ont vraiment fait le taf qu'il fallait, sans prouver, en plus, sans même pas de turnover ou quoi que ce soit. Ils étaient tout simplement meilleurs. Voilà, faut pas se le cacher.
On s'y attendait, mais c'est vraiment une bonne, voilà. Il y a quand même du mieux hein, sur Yale, sur ce match-là. La défaite contre Dartmouth à cause d'un field goal, enfin d'un pat loupé, ben il est un peu voilà, a vite été digéré, donc tant mieux pour eux. Il y a Penn qui arrive ce week-end dans un des gros matchs du week-end, donc ça va être plutôt cool. Donc voilà, donc je pense que Yale a prouvé que quand tout cliquait, c'était vraiment une équipe compétitive, ça l'a prouvé. Bon, voilà, après c'était les Skyhawks Stone les Skyhawks de Stone Hill, pardon, mais voilà, il fallait le faire. Et Dante Reno prouve, je pense qu'il y a quand même du talent dans ce joueur-là. Et donc je suis assez curieux de voir quand le niveau va s'élever ce que ça va donner, sachant que voilà, ça lui a permis de repartir un petit peu en avant, donc tant mieux pour lui. Tac, on va passer à Cornell. Cornell, vainqueur 30-20 de Bucknell, première victoire de la saison pour le Big Red, donc tant mieux, tant mieux. Garrett Sulpicio, pardon, le quarterback de Cornell, plutôt bon, plutôt bon. Vraiment une victoire qui fait du bien, hein, qui fait du bien. 232 yards pardon, au sol pour le Big Red qui va, voilà, je pense que la force de cette équipe maintenant, ça sera vraiment le jeu au sol. Gareth Sulpicio, c'est pas un énorme passeur, même s'il a été plutôt bon sur ce match-là. Voilà, efficace. Mais voilà, gros jeu au sol, quasiment 5 yards par portée. Jordan Triplett, le duo Jordan Triplett et John McAuliffe, plutôt bon. Donc voilà, donc très bien pour Cornell. Le Bison, c'était pas une équipe trop faible non plus, donc je pense que ça a fait du bien. 4 turnovers provoqués, je crois, du côté de Cornell, ou 3, avec 2 interceptions notamment lancées, et je crois qu'il y avait des fumbles aussi du côté de Bucknell. Enfin, en tout cas, match sérieux, match qu'il fallait faire pour se remettre un peu les idées en place. Ça aurait été dommage pour le Big Red de finir l'année sans victoire. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, donc match sérieux, victoire 30-20. J'ai eu un petit peu peur pour être tout à fait honnête parce que Bucknell est un petit peu revenu sur la fin du match et je me suis dit oula, sait-on jamais, mais voilà, il menait 30-7 après quand il restait plus de 10 minutes de jeu, mais petite relâche sur la fin du match, mais heureusement sans conséquence. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner. Bien évidemment, à noter pardon, le très bon match au niveau défensif. C'est Kev Williams Jr. qui a mis 2 interceptions et qui a été sacré meilleur joueur défensif de l'Ivy League cette année. Donc voilà, bien mérité pour le DB de Cornell, qui est aussi seulement sophomore. Voilà, donc des jeunes joueurs qui se sont montrés en Ivy League cette semaine. Donc tant mieux, victoire 30-20 pour Cornell. Dernier match qui concernait une équipe d'Ivy League contre une équipe de l'extérieur, c'est Dartmouth qui s'est imposé du côté de Fordham. Excellente victoire, hein, 30-13. Un match pareil qui a mis du longtemps à se décider. Il y avait 6-6 à la mi-temps, donc pas vraiment un gros match de college football, mais accélération dans le 3e quart, et voilà, et derrière, ils n'ont plus regardé derrière. Et même si Fordham est revenu à 16-13, il y a eu coup d'accélération sur la fin de match également. Pas grand chose à dire, hein. Je pense que le Big Green était largement supérieur, mais ils ont quand même tendance un peu à jouer avec la nourriture, j'ai envie de dire, ou en tout cas pas montrer, pas se rendre le match facile. C'est un petit peu dommage pour eux parce que je pense qu'ils étaient quand même vraiment largement supérieurs. Mais voilà, en tout cas, content pour le Big Green, pardon, qui confirme quand même qu'il faudra compter sur eux. Alors bien évidemment, c'est pas une victoire qui compte dans le bilan de la Ivy League, mais ça fait quand même 4-1 hein, pour le Big Green au final, donc c'est plutôt cool. On peut quand même regretter cette défaite contre Penn où ils ont encaissé beaucoup de points alors que voilà, la défense a quand même plus ou moins bien fonctionné jusqu'à présent. Donc voilà, Grayson Saunier, voilà, mieux cette fois-ci. Moins besoin de l'utiliser au sol, c'est DJ Crowther qui a pris le relais, donc toujours un excellent match de sa part. Moins besoin de Chris Corbeau au poste de tight end, mais au poste de receveur, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, match intéressant, match solide. Dommage le petit fumble de Grayson Saunier, mais voilà, c'est du détail.
La défense qui force un turnover aussi, donc voilà, donc du boulot bien fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, le Big Green va pouvoir se projeter sur la deuxième partie du calendrier, voilà, l'esprit un petit peu plus tranquille, pardon. Il y a un match contre Columbia ce week-end et après un déplacement pardon, à Harvard dans un match qui va être hyper important pour eux. Donc on va voir ce que ça va donner, mais Grayson Saunier, s'il joue à ce niveau-là, bah forcément ça aide très clairement. Alors, on va passer maintenant aux deux matchs qui ont eu lieu entre deux équipes de l'Ivy League. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Penn Columbia qui est parti un peu dans tous les sens. Victoire des Quakers 35-21. Donc, pareil, les Quakers, finalement, ils sont en 4-1, ils sont en 2-0 en Ivy League. Et ils montrent, que c'est une équipe qui, offensivement, bah, c'est quand même un grand spectacle. Hein. Liam O'Brien, 4 touchdowns à la passe pour lui, 1 touchdown en saut. Jaren Richardson, 157 yards et 3 touchdowns. Quand ces deux joueurs-là jouent à leur niveau, c'est compliqué hein, de venir les titiller, qu'on soit très clair. Donc c'est vraiment une équipe qui est ultra explosive. Il y a un TD de Jaren Richardson de 75 yards qui est magnifique. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, Penn est en tête de la Ivy League avec Harvard. Donc mine de rien, il faut quand même le souligner. Columbia, Caleb Sanchez, le quarterback, alors pas titulaire mais remplaçant puisque le quarterback titulaire est blessé, bah, il a joué, il est revenu sur blessure, il a été plutôt bon, 300 yards et 2 touchdowns, mais voilà, toujours les problèmes de jeu au sol de la part de Columbia. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'amélioration là-dessus, et si la défense n'est pas au niveau, ben c'est compliqué, seulement 55 yards pour eux au sol. Donc trop compliqué pour eux. Ils joueront pas d'attaque aussi forte, je pense, toutes les semaines, qu'on soit très clair. Mais voilà, je pense que Columbia, quand je parlais de parenthèse enchantée la semaine dernière, c'est exactement le cas. Ils ont fait une saison en dehors de leur standard l'année dernière. On espérait que ça soit le cas cette année aussi et que les fondations posées l'année dernière perdurent. Malheureusement le départ de Georgie, le running back titulaire, fait énormément de mal, je pense. Et voilà, une blessure au poste de quarterback et patatras, une défense qui est peut-être pas aussi au même niveau que l'année dernière aussi, donc forcément, c'est plus compliqué. Quoi dire de plus sur ce match-là? Julian Stokes, un petit fumble du côté des Quakers, donc attention quand même, je vous souviens ce profil couteau suisse. Donc victoire 35-21 des Quakers, sur qui il va falloir compter, hein, parce que Liam O'Brien est très clairement l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. 2 interceptions pour lui cette semaine, donc il faudra faire attention, parce que quand le niveau va s'élever, je pense, offensivement de l'équipe adverse, ça pourrait coûter des choses à la sortie. Alors, dernier match dont on va parler aujourd'hui, et pour moi, peut-être la surprise quand même de ce week-end-là, c'est les Tigers de Princeton qui sont allés s'imposer du côté des Bears de Brown 40-21 dans un match qui a souffert d'aucune contestation, hein, parce que quand les Bears propose autant de déchets au niveau offensif, 3 interceptions pour James Murphy. Alors James Murphy, il a vraiment soufflé le chaud et le froid tout au long de l'année, hein. Il a 6 TD pour 8 interceptions. Il sort 2 matchs complètement bourbés contre Harvard et contre Princeton. Et quand l'attaque n'est pas au niveau, derrière la défense n'est pas en capacité d'arrêter une bonne attaque comme on a vu contre Harvard ou contre Princeton. Donc voilà, non, c'est factuel. Si James Murphy n'est pas bon et s'il balance des saucissons, et derrière ça passe pas pour Brown, et ça s'est confirmé face à une équipe de Princeton qu'on n'avait pas vu à pareille fête tout au long de l'année. Enfin, c'est tant mieux pour les fans des Tigers, qu'on soit très clair, et tant pis pour les fans des Bears. Mais cette équipe de Princeton, c'est l'équipe de Princeton qu'on attendait. Alors, Kay Colon a l'air d'avoir pris le lead au niveau de poste de quarterback. Blaney Pas a joué, mais beaucoup moins que Kay Colon. Il a même pas couru. Blaney Pas, il a joué seulement 5 snaps. En tout cas, il a joué 5 passes, Kay Colon, 19 sur 29, 2 TD et un petit peu au sol aussi. Mais malheureusement, pour les Bears, il y a un jeu au sol qui s'est réveillé du côté de Princeton aussi. 195 yards au sol pour eux, avec Ethan Clark enfin sur le terrain.
Du côté des Bears, bah voilà, Jess Murphy, on va dire pas au niveau celle qu'on attendait. D'ailleurs, Will Curry, le quarterback remplaçant, a joué un petit peu aussi. Matt Childs du côté des Bears, toujours aussi efficace avec 94 yards et 2 TD pour lui, et Quentin Brown malheureusement qui retombe un peu dans le depth chart et donc on a moins vu. Donc voilà, les Bears, ils ont fait 2 matchs complètement dégueulasses offensivement et ça n'a pas pardonné sur ces 2 matchs-là puisqu'ils ont pris à chaque fois plus de 40 points parce que la défense est vraiment pas au niveau et qu'elle peut pas se permettre d'avoir une attaque qui a autant de turnover sur des matchs. Sur des matchs contre une équipe de haut niveau. Alors Princeton, c'est pas Harvard, qu'on soit très clair, mais il faut pas leur donner à manger aux Tigers, ça a été très clairement le cas, parce que si on prend de façon un peu brute les stats, on dit ouais mais il n'y a pas une énorme défense au niveau des yards. Je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, mais tu files un field goal quasiment gratos, tu files en fait tu files des yards vraiment gratuits et donc des touchdowns faciles pour les Tigers. C'est-à-dire qu'il y a un field goal, ils ont juste ils ont même fait un free and out, mais c'était tellement à portée de tir que voilà, ça a été le cas. Des touchdowns avec pareil, pas beaucoup de yards à faire. Donc voilà, donc c'est compliqué à gérer derrière. Et pourtant, les Tigers n'ont pas été exempts de tout reproche. C'est-à-dire que ils mènent 7-0, derrière, punt de free and out des Bears, fumble du receveur, enfin du kick returner qui donne un touchdown quasiment gratuit aux Bears. Donc voilà, donc on s'est dit les Tigers n'avaient pas fait tout bien. Mais alors les Bears n'ont pas fait bien du tout, voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, c'est des matchs où les Bears doivent être cliniques, ils ne l'ont pas été, face à une équipe de Princeton, voilà, qui a remercié, qu'on soit très clair, les Bears de leur donner autant de munitions, et ça n'a pas pardonné, parce que je pense que si les deux équipes avaient joué au niveau dans lequel on les avait vus tout au long de l'année, je pense que les Bears auraient été tout à fait en mesure de s'imposer, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, donc qui voilà en 2-0 dans la conférence, et c'est Princeton, mine de rien, je les avais enterrés. Mais là, de leurs deux défaites, c'est des matchs out of conference. Donc voilà, donc à l'heure où on se parle, il y a 3 équipes en tête de la conférence. C'est Harvard, c'est Penn et c'est Princeton. Et ouais. Dartmouth est à 1 partout, Yale est à 1 partout, et donc on a 3 équipes qui sont à 0-2, Brown, Columbia et Cornell. Et Brown, au vu de ce qu'ils ont montré cette saison, c'est presque dommage pour eux, mais voilà, ils peuvent pas se permettre d'avoir des matchs de ce genre-là. Alors, maintenant, on va pouvoir se projeter sur les matchs qui vont arriver cette semaine. Et donc, mine de rien, il y a seulement 4 matchs. Et donc, qui dit 4 matchs, dit forcément 5% des matchs contre les équipes entre l'Ivy League. Alors, on a déjà un match qui a lieu le vendredi soir. Donc le retour, je crois, à part la dernière semaine de compétition, je dois dire, je pense que je dis pas de bêtises, mais à part la dernière semaine de compétition, il y aura un match le vendredi soir. Donc là, le match il est à minuit, et je crois que la semaine prochaine il est même à 11h, puisque avec le décalage horaire, vous savez, on change d'heure avant les États-Unis, donc on récupère une heure, donc je crois que le match de la semaine prochaine il est même à 11h. Alors, minuit, Columbia qui se déplace du côté de Dartmouth, 15 points favoris, le Big Green. Je vais pas m'apesantir 15 ans dessus, je pense qu'effectivement Dartmouth devrait s'en tirer sans trop de soucis. Toujours pareil, mon petit laïus sur les matchs du vendredi soir. Match sur ESPNU, donc voilà, donc c'est plutôt cool parce que vous pourrez voir un match à horaire raisonnable. Si vous avez envie, je vous oblige à rien bien évidemment. Le line-up en face sur les matchs du vendredi soir en college football n'est pas dingo. On a un Cal Virginia Tech, il y a North Texas Charlotte, sans faire un jour aux 49ers. Je pense que North Texas devrait s'en tirer sans trop de soucis. Et quand on voit la gueule de Virginia Tech, ça reste un match de nuit au Lane Stadium, donc c'est plutôt cool. Mais bon, vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur un match qui va pas être hyper sexy. Je vous cacherai pas que Columbia Dartmouth, ça devrait pas être dingo, mais voilà, Grayson Saunier face à une bonne défense de Columbia, on va voir ce que ça va donner. Columbia force très clairement l'équipe qui a plus déçu en Ivy League cette année, parce que c'est une équipe qui est gagnante de l'année dernière et dont on s'attendait à beaucoup mieux. Et c'est pas le cas, donc voilà, donc ils auront peut-être à cœur de se racheter au Memorial Field d'Hanover dans le New Hampshire. Je vais donner donc Dartmouth vainqueur, mais je pense pas qu'il couvre le spread. Alors ensuite, on a 3 matchs le samedi, à partir de 18h, 2 à 18 et 1 à 19. Donc on va commencer par le Harvard à Princeton. Voilà, donc
premier. Alors, c'est un match qui a pris un peu de relief par rapport au résultat de la semaine dernière, parce que Princeton est à 2-0 et que Harvard est à 2-0. Donc, eh ben, c'est un match au sommet de la Ivy League. Alors, effectivement, quand on prend un petit peu de recul, on se dit, bah, Harvard devrait l'emporter facilement, et Harvard est effectivement favori de 17 points et demi. Je suis assez d'accord avec ce prono-là, parce que je pense que il faut pas trop tirer de conclusion sur le match sur ce fameux Princeton-Brown, parce que Brown a donné vraiment beaucoup de cartouches à Princeton, et que les Tigers en ont profité. Je pense pas que Harvard fasse autant d'erreurs. Je pense que Harvard est une meilleure équipe que Princeton, et je pense que si Princeton veut avoir une chance contre Harvard, il faut qu'il y ait des turnovers, et que l'équipe pour l'instant qui est le plus clinique en Ivy League et de loin, c'est Harvard. Alors donc effectivement, Jaden Craig il fait quelques interceptions, seulement 2 depuis le début de l'année, donc c'est vraiment un quarterback qui est extrêmement clinique, et je pense que Princeton n'aura pas assez de playmakers défensifs pour forcer en tout cas le ballon du côté de Harvard. Et en plus, Harvard, on l'a vu dans le match précédent, grosse défense aérienne. Kay Colon, c'est quand même pas une assurance touriste au niveau poste de quarterback. Donc voilà, donc attention quand même. Je pense que c'est un match qui peut partir un peu vite en blowout en fonction de comment ça se passe. Mais pas au chemin. Mais attention quand même à Princeton, ça joue du côté du New Jersey, donc attention quand même, ça reste un match de rivalité aussi entre deux équipes qui s'apprécient pas beaucoup, qu'on soit très clair, notamment les Tigers. Donc voilà, donc je vais quand même donner Harvard vainqueur, ça m'étonnerait pas le spread ne soit pas couvert, mais voilà, Harvard quand même depuis le début de l'année, c'est des victoires de 40 points, 30 points, 30 points, 20 points, 20 points, enfin voilà, donc ils ont jamais été encore vraiment embêtés. Donc à voir quand même, j'aimerais bien voir Harvard un peu qui joue contre une équipe qui leur passe devant pour voir un peu ce que ça donne au moins une fois, voilà. Pour voir s'ils ont cette capacité à rebondir. Bon, je me fais pas trop de soucis, j'essaie de vous trouver quand même des points d'accroche sur ce match-là, mais je pense que Harvard a vraiment quand même plus de talent, et que s'ils font ce qu'ils font, ils devraient être invaincus tout au long de l'année. Donc je vais donner Harvard vainqueur, mais Princeton qui couvre le spread. Deuxième match à 18h, hyper intéressant, Pennsylvania du côté de Yale. Pourquoi il est hyper intéressant? Parce que, qu'on soit très clair, Yale, s'il ne remporte pas ce match-là, je pense que c'est bel et bien terminé en Ivy League. C'est-à-dire qu'il basculerait à 1-2, et que 2 défaites, ça serait beaucoup trop. Je pense cette année avec Harvard qui est vraiment au-dessus, je pense que 2 défaites, c'est terminé pour le titre en Ivy League. Et que, de manière générale, c'est-à-dire que tu n'as plus ton destin entre les mains, puisque même si tu bats Harvard en dernière semaine, Yale aura 2 défaites et Harvard plus une seule, si tout se joue, ce qui devrait se jouer. Alors, Yale est donné légèrement favori de 7 points. Penn, moi j'aime bien ce qu'ils montrent en attaque, mais voilà, Yale a montré quand même aussi un gros niveau défensif la semaine dernière. Bon, c'était contre on va dire une attaque moindre que Penn, mais vraiment, je pense que c'est pour moi le match le plus compliqué à pronostiquer sur ce match-là, mais c'est probablement le match le plus intéressant donc sur le créneau de samedi, parce que je pense que ça va être le match le plus relevé et le match qui a le plus de, aussi bizarre que ça puisse paraître, qui a le plus de, on va dire, de stakes sur ce match-là. Enfin, donc, comment dire, je bafouille. Très clairement, la question c'est est-ce que la défense de Yale va être capable d'arrêter l'attaque de Pennsylvania. Voilà, pour moi c'est la clé du match. Est-ce que les DB de Yale vont être capables d'arrêter Jared Richardson, hein, voilà, on va donner un nom. Après, Yale a toujours été capable de créer des turnovers tout au long de l'année. Donc voilà, ça va être un match hyper cool. Si vous avez... Alors je sais que... Qu'est-ce qu'il y a 18... Il y a un Ole Miss Oklahoma, je sais bien, qui donne envie sur ce créneau de 18h. Il y a un South Florida Memphis qui a pris un peu du plomb dans l'aile, mais qui est quand même intéressant. Mais voilà, je pense que ça peut être un match qui est assez cool. De toute façon, je pense que les 2 matchs de 18h en Ivy League seront cool à suivre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vais donner... c'est dur à se pronostiquer celui-là. C'est dur à pronostiquer parce que j'ai beaucoup cru en Penn l'année dernière et j'ai été déçu de Penn. Mais là, j'en entends rien et voilà, ils me font mentir. Mais je vais donner Yale. Allez, je vais donner Yale parce que c'est du côté du Yale Bowl à New Haven dans le Connecticut. Donc je vais donner Yale. Mais ça m'étonnerait pas que le match soit hyper serré, que Penn ne perde que de 3 points par exemple dans un match. Allez, un peu offensif, un petit shout-out. Ça serait plutôt cool. Allez, Yale contre Penn. Donc
À 19h, Brown qui se déplace du côté de Cornell. Quelle version de Brown on a? On a la version de James Murphy qui arrose les débits adverses, ou on a la version hyper clinique en attaque et qui est inarrêtable? Je ne sais pas. Cornell s'est bien relancé. Comment la défense de Brown va gérer l'attaque au sol de Cornell sur ce match-là? C'est un peu la question. Je ne sais pas. C'est compliqué aussi. J'ai pas vu le spread. Brown à Yale. Brown est donné vainqueur de 7 points et demi. Bon. Je vais donner Brown vainqueur parce que je pense qu'il y a quand même plus de talent et je pense qu'ils ont quand même plus prouvé. Il faut pas trop tirer de conclusion. Jasper Phil balancera pas que des saucissons aujourd'hui. Mais Cornell s'est bien lancé. Cornell a montré qu'il pouvait gagner des matchs de foot. Donc voilà. Mais je vais donner Brown, mais le spread pas couvert. Voilà. Alors, je répète mes pronos sur les matchs de la semaine. Columbia, donc à Dartmouth, victoire de Dartmouth, mais spread pas couvert. Victoire de Harvard à Princeton, mais spread pas couvert. Victoire de Yale contre Penn, mais spread pas couvert. Et victoire de Brown à Cornell, mais spread pas couvert. Voilà mes petits pronos sur les matchs. Voilà, donc on rentre sur la deuxième partie de saison. Donc mine de rien, on rentre dans le dur. Donc pour rappel, pour ceux qui prennent le train un peu en marche, le vainqueur de la Ivy League participera donc au Playoff FCS et il y a peut-être possibilité qu'il y ait d'autres équipes qui jouent, parce que vous savez qu'il y a des équipes à large qui sont sélectionnées par un comité. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincu sur le fait qu'on ait plus d'une équipe. Voilà. Donc je l'ai déjà dit, je le répète, il faudra un concours de circonstances à Ivy League pour voir que Harvard ne remporte pas le titre, pour que Harvard puisse prétendre à une place à large, mais pour l'instant, on dirige pas vers scénario. Alors attention, parce que tout se peut changer ce week-end avec une défaite d'Harvard. C'est ouvert, il y a plein d'équipes qui sont à 2, il y a deux autres équipes qui sont en 2-0 sur la conférence. Donc voilà, ne tirons pas des plans sur la comète, en tout cas avant que le kick-off n'ait pas été donné. Donc prendre un peu de hauteur et se dire quand même que tout peut arriver, mais que Harvard fait quand même fait figure de grandissime favori. Mais c'est un duel entre équipes invaincues, donc à suivre bien évidemment. Voilà pour le bilan de la semaine 5 en Ivy League. On bascule donc sur la semaine 6. Ça va être cool, ça va être sympa. C'est un peu la course un peu partout en FBS, mais aussi en Ivy League. Donc c'est plutôt cool, même si vraiment l'impression de dégager de Harvard est quand même assez impressionnante. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous samedi pour le 1-2-6. N'hésitez pas à écouter les 2 autres épisodes du podcast qui sont sortis. Le débrief de la week 8 CD ou 7 en college football, je suis un peu perdu, et le groupe of 5 bien évidemment de Maxence. Voilà, en tout cas en attendant, moi je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour le 1-2-6. Salut tout le monde.